Ça va? Au début, je disais tissement, après je comprends. Ouais, non, après j'essaie de traduire. De formation, voilà, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, qu'on puisse échanger sur des thématiques avec des gens un peu plus experts, mais l'idée c'est que chacun puisse aussi voilà, donner sa pierre, apporter sa pierre à l'édifice, au débat. L'idée c'était qu'on puisse muscler nos argumentaires parce qu'on est dans une période où BDS s'en prend plein la tête, c'est peu de le dire. Donc du coup qu'on puisse voilà, être un petit peu plus fort à travers la formation et puis qu'on puisse aussi, moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, avancer sur deux jambes, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'actions, mais qu'on ait aussi le pendant de la formation politique derrière pour qu'on devienne tous et toutes des militants un peu plus aguerris sur différentes questions. Donc avant de démarrer, déjà remercier la CGT Éducation 93 qui nous a permis d'avoir cette salle gratuitement à la Bourse du Travail. Donc Maxime n'est pas là, il sera là cet après-midi, c'est lui qui a fait la réservation. La CGT Éducation 93 qui vient de rentrer dans BDS, ça a été voté la semaine dernière, donc du coup c'est une bonne nouvelle parce que ça nous renforce un peu et il y a un travail syndical sur la CGT qui est organisé depuis déjà pas mal de temps et puis qui s'intensifie. Dire aussi que on aura d'autres formations. La prochaine, elle est en cours de calage, ce sera avec Julien Salingue sur le paysage politique palestinien. Très sans doute fin mars, début avril, on reviendra sur les listes avec ça, mais on est en train de voir ça avec lui parce qu'il a un agenda assez chargé. Donc aujourd'hui, on a une formation qui s'intitule Antisémitisme, Antisionisme. On a la chance d'avoir des super invités. donc Jean-Paul Gaultier, qui est historien et spécialiste de l'extrême droite, qui a écrit plusieurs livres, entre autres que vous pourrez trouver sur la petite table derrière là-bas, sur laquelle on a posé du matériel militant. Et puis on a Naomi Wimborne Idrissi, voilà, qui est militante. Alors je parle très mal anglais. G-Big, Jews for Boycotting Israeli Goods. Et qui viendra aussi, qui va contribuer aussi au débat. Voilà, quoi dire d'autre, c'est tout. Je vous propose qu'on fasse une pause déjeuner vers 13h. Je ne sais pas si ça va pour tout le monde ou si ça fait trop tard. 13h, ça vous va. J'avais envoyé un petit document, alors je ne l'ai pas réimprimé, où il y avait plusieurs adresses dans le coin, parce que Saint-Denis, on est un peu excentré, mais je crois qu'en allant par là, on peut trouver plusieurs trucs. Et il y a Maxime qui devrait arriver tout à l'heure aussi, qui connaît bien le coin et qui pourra donner quelques bonnes adresses. Voilà. Donc Jean-Paul, je propose qu'on... Jean-Paul Gaultier, donc je suis un ancien prof d'histoire, retraité, voilà, pas fort un groupe. Et puis je travaille depuis plusieurs décennies sur l'ensemble des extrêmes droites en France. Donc j'ai été amené aussi à aborder la question de l'antisémitisme. Et je suis auteur d'une thèse en sciences politiques, mais là qui était essentiellement sur les royalistes, parce qu'il en reste encore sous la Ve République. Voilà. Puis depuis, j'ai multiplié Dieudonné, de Le Pen à Le Pen, et un ouvrage sur les extrêmes droites qui est épuisé, mais qui va ressortir cette année. Je suis en train de le remettre à jour. Alors soit c'est des ouvrages personnels, soit c'est des choses parfois collectives, comme l'ouvrage sur Dieudonné, où on était trois pour rédiger cet ouvrage. Donc, est-ce que vous entendez bien ou il faut parler plus fort? Bon, alors je vais parler plus fort, je vais essayer. Donc, c'est avec plaisir que je viens participer à votre journée de réflexion. Donc, j'avais intitulé mon propos l'antisémitisme, la maladie originelle de l'extrême droite. Quelques généralités. Donc, c'est effectivement une des formes les plus anciennes de racisme, hein, donc l'antisémitisme. Une des priorités de la propagande antisémite, c'est bien évidemment la dénonciation du juif qui était devenu, je cite, hein, invisible à la suite d'un effacement identitaire par assimilation. Tout repose, et je vous donnerai des exemples, sur cette analyse. Hein. Donc l'objectif pour les antisémites, c'est de rétablir, en gros, la visibilité, hein, de l'appartenance juive et de dénoncer
son incompatibilité avec la nation. C'est ça hein, le but, chez Drummond et d'autres, avec l'identité française, bien évidemment. Hein, et donc c'est à la fois un ennemi intérieur hein, et à la fois un agent, donc je cite, hein, du parti de l'étranger. Voilà comment est présenté hein, le juif. Hein. Donc vous savez qu'il y a toujours une explication aux difficultés, aux malheurs des hommes. Donc il y a le complot, hein, le travail occulte des conjurés, différentes sociétés secrètes, puisqu'on voit que l'antisémitisme est souvent jumelé à l'antimaçonnisme. Hein. Les attaques de Drummond vont dans les deux sens, puisqu'il considère qu'il y a un lien étroit entre les deux choses. Hein. La conspiration, bon, à la fois à cause des défaites, des épidémies, de la décadence, des crises économiques. Un exemple, quand il y a eu les grandes inondations à Paris en 1910, hein, Drummond a publié un article en disant que c'était à cause des Juifs, parce que les Juifs avaient acheté des terrains en bordure de Seine et les avaient déboisés. Ouais, donc on trompe toujours. Hein, à partir du moment où on a compris le mécanisme, c'est très simple de tout démonter, puisque c'est toujours la même grille de lecture qui peut être appliquée. Hein. Donc c'est une forme de complot, je dis judéo-maçonnique. Après la révolution d'octobre 17, c'était un complot judéo-bolchevique. Et donc les Juifs sont l'élément moteur de ce complot, qu'il soit judéo-maçonnique ou qu'il soit judéo-bolchevique. Donc si on remonte dans le temps, il y a une hostilité traditionnelle des catholiques contre les Juifs, puisque les Juifs étaient considérés comme étant un peuple déicide, responsable donc de la mort du Christ. Sous la Troisième République est apparu un antisémitisme dit moderne, pseudo-scientifique, hein, racialiste, anti-républicain, hein, et cet antisémitisme a été présent dans les rangs de la gauche, avec des gens comme Fourier, Proudhon par exemple. Hein. Ensuite, cet antisémitisme s'est lié au nationalisme, hein, et une grande partie de la droite hein, a effectivement développé hein, ces campagnes antisémites. Hein, et avec l'affaire Dreyfus, là, ça devient l'apanage de l'extrême droite. Hein, donc vous voyez l'évolution, ce qui explique par exemple que lors du déclenchement de l'affaire Dreyfus, vous avez des gens de gauche, type Jaurès, hein, qui au début ont mis un peu de temps à réagir parce que pour eux, le juif c'était le capitaliste. On retrouve ça aussi dans des courants anarchistes, anarcho-syndicalistes. Bon. Après, évidemment, il y a une évolution, mais à l'origine, on a eu ça. Hein. Les années 30 voient en France la résurgence de l'antisémitisme, qui avait été mis entre parenthèses pendant le premier conflit mondial. Hein. Antisémitisme extrêmement virulent à l'époque du Front populaire. D'abord, puisque le chef du gouvernement s'appelait Léon Blum. Donc pareil, je vous citerai quelques petits exemples. Hein. Et puis évidemment, le point, hein, le zénith en quelque sorte, c'est la collaboration et c'est Vichy. Puisque là, on va avoir deux statuts hein, des juifs, hein, et ça devient carrément un principe de gouvernement, hein, l'antisémitisme. Avec une exclusion, et puis après, effectivement, hein, une participation avec les rafles et autres aux déportations massives. Hein. Donc après la libération, on a un discours antisémite qui tend à disparaître du discours officiel de certains mouvements d'extrême droite. Hein. Il reste quand même à l'état rampant, hein, et à la moindre occasion, il ressort. C'est un peu comme un champignon, vous savez, après on croit qu'il n'y en a pas, puis après la pluie, les champignons ressortent. Hein. Bon. Donc, ces derniers temps, il est réapparu, alors à travers des groupuscules d'extrême droite, mais surtout véhiculé par deux personnages, à savoir Soral et Dieudonné. Hein. Alors soit lors des spectacles, soit sur des sites, soit lors de la manifestation en 2014, Jour de colère, hein, où là on a vu des slogans revenir, Juifs hors de France, Juifs dégage et ainsi de suite, chose qui avait disparu publiquement depuis déjà un certain nombre d'années. Hein. Donc
l'affaire Dreyfus, donc ça va être effectivement un moment important de cet antisémitisme, avec le succès des publications antisémites. Toute la droite française va être imprégnée. Alors on a eu un certain nombre d'événements avant l'affaire Dreyfus. On a d'abord eu en 1882 le krach de l'Union Générale. Alors l'Union Générale était une banque fondée par un ancien employé de Rothschild, donc vous voyez tout de suite, ça a embrayé sur l'antisémitisme. Le scandale de Panama avec la faillite de la société qui devait creuser le canal en 1892. Et puis à partir de 1894, là c'est effectivement l'affaire Dreyfus, et cet antisémitisme devient un des marqueurs de l'extrême droite. On verra après l'évolution. Donc je vous dis à l'origine catholique, ensuite après la Révolution française il va se transformer en judéo-maçonnisme, puisque la franc-maçonnerie était considérée comme une création juive dont le but était de dominer le monde. On voit une remontée actuellement d'un anti-maçonnisme depuis les manifs pour tous. Ça revient chez certains plus ou moins sur le devant de la scène. Et donc cet antisémitisme, ce complot, va trouver effectivement une plume, à savoir un certain Édouard Drumont, dont je vous ai amené le tome 1 seulement, de la France juive, best-seller, il y a eu je ne sais plus combien, plus d'une dizaine d'éditions au moins, donc qui... dizaine d'éditions, des bêtises, 150 éditions. Dizaine d'éditions, j'étais loin du compte, qui va diriger un journal qui s'appelait La Libre Parole, sous-titré La France aux Français. Donc le juif, c'est à la fois l'homme de la loge, lié à la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce qu'à travers la loge, c'est le moyen pour le juif de parvenir, donc de mettre la main sur les principaux organes directeurs politiques, économiques, culturels. Et si vous voulez, Drumont va élever le mythe juif à la hauteur d'une idéologie et d'une méthode politique. Donc, tout ça, c'est avant la Première Guerre mondiale. Oui, c'est l'origine, oui, puisque nous sommes en Drumont, c'est 1886, la première édition. Donc, avec un système d'explication qui a une volonté d'être un système d'explication universel. À partir du moment où il a une grille de lecture et est systématiquement appliquée. Donc, si vous voulez, 10 ans en gros avant l'affaire Dreyfus, puisque 1894, Drumont c'est 1886, et on a déjà dans la société française le poison de l'antisémitisme qui tranquillement fait son chemin à travers bon nombre de publications. Et petit à petit, la culture politique européenne commence à être pénétrée par le concept de race, alors qui se veut scientifique, anthropologique, biologique, linguistique. Et donc Drumont considère que le moteur de l'histoire, c'est ce qu'il appelle la guerre des races. Donc, dans la France juive, on peut lire « Nous voyons l'Arien en lutte contre le Sémite ». Et donc là, il fait, d'un côté, il va mettre à jour les tares des Juifs. Alors le Sémite, il est mercantile, il est cupide, il est intrigant, il n'a aucune faculté créatrice. Et de l'autre côté, l'Arien, il est héroïque, c'est le chevalier, il est franc, il est inventif, il est désintéressé. Là que vous avez donc les deux, c'est très manichéen, il y a le bien et le mal, voilà. Donc voilà ce que va faire donc Drumont. Faut noter également qu'en 1853, il y a un certain Gobineau qui avait publié un essai qui s'intitulait « Essai sur l'inégalité des races », que vous aviez en 1902 un auteur qui s'appelait Jules Soury, S-O-U-R-Y, qui avait publié un livre intitulé « Une campagne nationaliste », dont le but était de définir l'antisémitisme, et il appelait l'antisémitisme, c'est ce qu'il considérait lui une réaction naturelle d'autodéfense.
Donc l'affaire Dreyfus va être le grand détonateur, hein, puisque dès novembre 1894, Drummond publie un article qui traite de ce qu'il appelle l'espionnage juif, hein, et considère que, comme Judas a vendu le Christ, et ben, effectivement, Dreyfus a vendu aux Allemands des plans, vous voyez le parallèle qui peut être fait. Hein. Alors même son de cloche chez les Jésuites, qui contrôlaient un journal qui s'appelait La Croix, et qui se proclamait le journal le plus anti-juif. À l'époque, c'était le sous-titre. Hein, vous aviez La Croix et en dessous, vous aviez en sous-titre le journal le plus anti-juif. Et puis apparaît un romancier qui s'appelait donc Maurice Barrès, qu'on appelait le romancier dit de l'énergie nationale, hein, et qui lui explique que Dreyfus a la couleur du traître. Donc en gros c'est marqué dessus, quoi, voilà, hein, pour aller plus vite. Donc il est coupable. Hein, il est coupable. Et Barrès dit sa culpabilité, ça vient, je cite, de sa race. Voilà. Donc on a tous les poncifs de cet antisémitisme racial qui se retrouvent. Alors on retrouve le nerf courbé, les yeux clignotants, les oreilles saillantes, les pieds plats, les mains moelleuses, bon, et ainsi de suite. Hein. Et en 1900, Barrès s'interroge, faut-il détruire le juif, hein. Alors il conclut qu'il faut d'abord les mettre en observation. Voilà. Donc il va pas plus loin. Pour le moment. Ça prépare le statut des Juifs, ainsi de suite, hein, si on regarde bien, enfin les différents statuts des Juifs. Hein. Et puis vous avez en 1909 un auteur qui s'appelait Urbain Goyer, ça s'écrit G-O-H-I-E-R, qui publie, lui, La Terreur juive. Et donc, même chose, il dénonce la grande conspiration à l'échelle mondiale, et il termine en disant « Il faut se donner tous les moyens politiques pour anéantir la puissance juive en France ». Urbain Goyer, on le retrouvera après dans les wagons de Vichy un peu plus tard. Hein. Donc, si vous voulez, l'affaire Dreyfus, ça a permis aux antisémites de faire la jonction entre un antisémitisme catholique et un antisémitisme qu'on peut appeler moderne et racial. Hein. Donc, c'est à la fin du 19e, c'est à la fois une doctrine politique, un principe d'explication du monde et une pratique militante. Voilà à peu près ce qui revient. Alors évidemment, il y a eu le best-seller d'Édouard Drummond, qui après a été suivi d'un autre best-seller, qui est le Protocole des Sages de Sion, voilà, dont la traduction française est apparue dans les années 20. Hein, qui lui aussi a eu un succès de diffusion extrêmement important. Moi j'ai l'édition de 43, malheureusement j'ai pas l'original. Voilà. Donc là on va arriver effectivement, la version russe, puisque ça vient de là, est sortie en 1902. Hein, et 1920, c'est donc la traduction française et l'édition française. Mais il y a des éditions au niveau international, hein, et vous retrouvez ça encore maintenant dans un certain nombre de pays. Hein. Donc on passe à la période dite de l'entre-deux-guerres, et qui va nous amener après donc à Vichy. Donc je vous disais, après la Première Guerre mondiale, il y a eu une période, on va dire, d'accalmie, hein, et une remontée en force dans les années 30 et à l'époque de l'État français. Hein. Alors on voit dans l'entre-deux-guerres une littérature spécifique, hein, qui apparaît, hein, où il est très courant de dénoncer ce qu'on appelait l'invasion juive. Des journaux, des livres, je vous en citerai quelques-uns. Hein. Alors je cite, la France est salie par tous les youpins des bas-fonds des ghettos de l'Europe. Pourquoi ? Parce que après, donc en gros, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il y a effectivement des populations qui vont quitter l'Allemagne et qui, pour certaines, vont considérer que la France est le pays des droits de l'homme et vont venir s'installer, hein, en France. Donc c'est toute la crasse, je cite, hein, des ghettos qui va donc déferler sur la France. Hein. Et je cite encore, ce malheureux pays était noyé dans une marée de nez et de doigts crochus. Voilà ce qu'on trouvait régulièrement, hein, dans des journaux ou dans des ouvrages publiés. Donc le Front populaire va effectivement déclencher, voilà, les foudres de l'extrême droite et des ligues qui sont affiliées, pas toutes, hein, puisque vous avez
les Croix de Feu, par exemple, qui eux ne sont pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des antisémites à l'intérieur, hein, mais qui eux n'ont pas une prose antisémite, ce qui n'est pas le cas des autres, et en particulier de l'Action française. Hein. Maurras, quand il parle des Juifs, il les appelle les sangsues de la mer morte, et quand il parle de Léon Blum, il dit qu'il faut le fusiller, mais de 2 balles dans le dos. Il ne mérite même pas d'être face au peloton d'exécution. Hein. Alors, à l'époque dite de la Belle Époque, hein, c'est-à-dire avant, à la fin du 19e, début 20e, hein, Drummond avait par exemple été élu député à Alger, hein, sur des bases, hein, antisémites. Vous aviez en France, en 1889, quelqu'un qui s'appelait Villette, qui se présentait comme candidat antisémite dans le 9e arrondissement à Paris. Voilà, là, ça c'est sa profession de foi et son affiche. Hein. Donc là, on est juste à la charnière, en gros, hein, fin 19e, début 20e. Hein. Et on va avoir à la Chambre des députés un groupe antisémite. Même chose à la charnière, hein, donc avant le premier conflit mondial, hein, d'à peu près 28-30 députés, qui va donc exister, duquel évidemment appartiendra Drummond, bien évidemment. Hein. Et puis surtout dans les années 30, on va voir apparaître un certain nombre de plumes, entre autres Xavier Vallat. Xavier Vallat qui, lui, après, sera le premier commissaire aux questions juives de Vichy. Donc Xavier Vallat, c'est quelqu'un qui est connu, c'est un ancien combattant qui a été blessé, qui était avocat, qui a une plume, qui publie beaucoup, donc c'est quelqu'un qui a une certaine couverture, une certaine notoriété. Donc on a, pour citer en 1932 la LICA, donc l'ancêtre de ce qui sera la LICRA, hein, publie un article dans lequel on peut lire: l'antisémitisme est latent dans la foule, comme un ferment en sommeil qui se lèvera si le temps devient favorable. Et ça c'est important parce qu'on s'aperçoit que même, on verra après, la Seconde Guerre mondiale, hein, il suffit qu'il y ait quelques occasions pour que ça ressurgisse. Je vous donnerai des exemples, 2 en particulier autour de personnes qui ont joué un rôle politique, et là ça revient sur le devant, de la scène. Hein. Alors je vous cite par exemple Maurras. Maurras en 1911 écrivait dans l'Action française, c'était lui le patron, hein, et du journal et du mouvement qui portait le même nom. Tout paraît affreusement difficile sans cette providence de l'antisémitisme. Par elle, tout s'arrange, se simplifie. Si on n'était pas antisémite par volonté patriotique, on le deviendrait par simple sentiment de l'opportunité. Je crois que tout est dit. Le même Maurras, d'ailleurs, qui, entre parenthèses, va publier un article où il va s'élever contre la construction de la Grande Mosquée de Paris. Et on dit attention, on ouvre des portes et on va avoir là une autre déferlante. Donc vous voyez, lui, il avait il jouait sur les deux tableaux. Hein. Donc les Juifs sont perçus comme des concurrents sur le marché de l'emploi, surtout à partir de 1933, puisque la France va être touchée un peu plus tardivement, mais par la crise. Hein. Évidemment, l'arrivée des Juifs qui viennent d'Allemagne et qui fuient le régime nazi, hein. Et ces Juifs sont considérés comme un obstacle, hein, au maintien de la paix avec le Reich. Ils sont là aussi, comme en 14, responsables des troubles ou des troubles à venir. Hein. Par exemple, en mai 1938, vous aviez un journal qui s'appelait Le Défi, hein, qui réclame l'application de la préférence nationale. Et je cite: « Pas de travail aux Juifs aux étrangers tant qu'un seul Français aura faim. » Donc effectivement, cet antisémitisme va relever la tête. Hein. Alors, avec l'arrivée du Front populaire, vous trouvez des textes où on vous dit que le pays est dirigé par l'alliance d'une gauche enjuivée. Hein. Certains vont déplorer que ce ne soit pas un Gaulois pur sucre qui soit à la tête du gouvernement. Hein. Un journal fasciste qui s'appelait Le Francisme va publier en 1935 un article dans lequel on peut lire la gauche est aux ordres de l'internationale juive et financière. Et il y en a des kilos, hein, comme ça. Moi, je vous en cite quelques-uns parce que ça suffira. Hein. Donc, je vous ai cité Maurras. Hein. Xavier Vallat considère que le Talmud inspire désormais le gouvernement français, c'est ce qu'il va déclarer à la Chambre des députés.
À l'époque, il n'y a pas encore de loi pour effectivement condamner les propos antisémites ou racistes. Ça arrivera un petit peu plus tard, sous le Front populaire, mais un peu plus tard. Et Valla ajoute, pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera gouverné par un juif. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est plus un Gaulois qui va être à la tête des affaires. Alors Léon Blum, il est perfide comme un scorpion, il est tenace comme un morpion, c'est une poche de pu gonflant un abcès, donc vous en avez des kilos comme ça dans la presse. Et sous le gouvernement de Blum, la France est qualifiée de grand égout collecteur du peuple juif. Donc, même chose, la dévaluation du franc, c'est encore un coup, évidemment, des Juifs pour mettre à bas l'économie. Et un journal qui s'appelait donc Je suis partout, dans lequel collaborait Brasillac, titre Nous avons maintenant un franc circoncis. Tout ça en toute impunité, évidemment, puisqu'il n'y avait pas de loi. Alors ça sera le décret Marchandeau qui va permettre de condamner des propos racistes et antisémites. Donc la plupart des mouvements d'extrême droite de l'époque, que vous preniez l'Action française, la Solidarité française, le francisme, le Parti populaire français, donc de Doriot, relayés par la presse, Je suis partout par exemple, des ouvrages comme les ouvrages de Rebatté, qui s'appelle La débâcle, des ouvrages de Brasillac, des articles, des journaux comme Gringoire. Gringoire, c'est plus ou moins, si vous voulez, l'ancêtre de Minute, ça ressemblait un petit peu à ça, vont donc relayer toute cette propagande. Et puis certains éditeurs vont avoir des collections et publier ce qu'on peut appeler une littérature spécifique. Céline, avec entre autres Bagatelle pour un massacre. Céline, évidemment, à qui tous les antisémites vont tresser des couronnes, L'école des cadavres, Rebatté avec les décombres, là, gros succès de librairie, des ouvrages pseudo-scientifiques avec des institutions qui vont se créer à l'époque de Vichy. Je vous ai amené deux, c'est des facsimilés, c'est pas les originaux. Voilà, La morphologie du juif, publié par l'Institut d'études des questions juives. Voilà. Tout ça se veut scientifique, et le docteur Georges Montandon, dit anthropologue, qui aura une chaire à la Sorbonne pendant l'occupation, comment reconnaître le juif. Alors comme c'est scientifique, vous avez 10 clichés, hors texte, de face, de profil, vous voyez à peu près les oreilles, je vous en passe, et des meilleurs. Une chaire en Sorbonne, il sera fusillé à la Libération. Même chose pour des plumitifs comme Léon Daudet, qui était un des rédacteurs de l'Action française. L'histoire de la question tchèque, par exemple, qui sera et puis après la Pologne, des éléments déclenchants de la guerre. Il écrit en 1938, Léon Daudet, les Juifs avaient voulu faire la guerre pour le tout venu, en l'occurrence les Tchèques. Donc même chose. Là, on voit l'élément qui va être qui va déclencher. Donc on a une espèce de synthèse de l'antisémitisme à la veille de Vichy. Alors, avec certains ouvrages, Jean Giraudoux par exemple, dans un ouvrage qui s'appelle Plein pouvoir, il dit il s'agissait aussi, par un choix méthodique, par une surveillance impitoyable, de refouler tout élément qui pouvait corrompre une race qui doit sa valeur à la sélection et à l'affinement de 20 siècles. Voilà. Plein pouvoir, 1939. Voilà. Donc avec effectivement la débâcle de 1940, on va rechercher les responsables. Donc les responsables de la débâcle, puisqu'il faut trouver des coupables, évidemment, nombre d'antisémites vont saisir l'occasion pour se débarrasser des juifs dans les milieux politiques, culturels, économiques, administratifs, et voilà.
Et si effectivement la France a été battue, je cite, c'est parce qu'elle était tombée aux mains des Juifs, donc le Front populaire en l'occurrence. Hein. Céline, par exemple, va écrire que le conflit, c'est une guerre pour la joie des Juifs. Deuxième guerre mondiale. Hein. Donc on est une espèce d'anti-France, manipulée par les Juifs, qui avait en gros ourdi un complot, hein, qui amène la défaite de la France en 1940. Hein. Donc si vous voulez, dans les années 30, même avant, hein, on a déjà dans une partie de la classe politique et dans l'opinion publique, petit à petit on va aller vers effectivement les deux statuts, hein, des Juifs qui vont être proclamés par Vichy sans aucune pression des Allemands. Hein. C'est pas les Allemands qui ont imposé à Vichy les statuts des Juifs, c'est Vichy qui a proclamé et publié donc ces deux statuts des Juifs. Hein. Alors d'abord en 40, il y a une commission en juillet 40 hein, pour la révision des naturalisations depuis 1927. Hein. Bon. Ensuite, on va annuler évidemment la loi Marchandeau qui condamnait les propos antisémites. Ensuite, premier statut des Juifs, hein, l'assignation à résidence et l'internement des Juifs, bon, la nationalité française qui avait été donnée aux Juifs en Algérie est supprimée. En mars 41, on crée le commissariat aux questions juives. Premier commissaire en chef, Xavier Vallat. Deuxième commissaire en chef, Darquet de Pellepoix, celui qui a déclaré dans les années 70 qu'à Auschwitz on avait gazé avec des poux, qui s'était réfugié d'ailleurs en Espagne, dont on n'a jamais demandé l'extradition d'ailleurs, donc il a terminé ses jours tranquilles dans l'Espagne franquiste. Hein. L'arianisation des entreprises, c'est-à-dire qu'on va nommer des gérants, hein, mais ariens, et donc confisquer les biens des Juifs. Hein. Et puis donc cet institut aux questions juives, où là on a les plus durs, hein, qu'on voit, donc ce que je vous ai montré, les publications, hein. Aussi un certain Henri Coston, grand spécialiste entre guillemets de l'antisémitisme, hein, qui déjà dans les années 30 avait écrit un ouvrage qui s'appelait La France colonie juive, hein, et qui va, bon, c'est en gros le nouveau Drummond si vous voulez, hein, et qui va lui collaborer entre autres à différentes institutions qui sont évidemment liées, hein, totalement aux Allemands. Alors comme c'est entre guillemets un humoriste, hein, vous allez comprendre, quand il signe des articles, il signe Jacques Le Goy. Voilà, c'est mieux. Hein. Donc il va participer à cet institut d'études des questions juives. Il va diriger le centre d'action et de documentation en 1941, soutenu par les Allemands. L'idée c'est de diffuser des tracts, la propagande des ouvrages antisémites, antimaçonniques, et le fichage, donc qui sert de service de renseignement aux Allemands. Il va bien s'en tirer parce qu'il sera condamné en mars 1947 à la dégradation nationale et au début des années 50, sa peine sera donc supprimée, hein, et il va pouvoir continuer à publier et à travailler avec différentes revues d'extrême droite. Hein. Donc à partir de 1941 se multiplient les arrestations, hein, des juifs étrangers et français, avec le point culminant évidemment, c'est la rafle du Veldiv en juillet 1942, avec la participation de la police parisienne. Hein. Donc si vous voulez, avec Vichy, l'antisémitisme s'est complètement coulé dans le moule législatif. Je dis, il y avait déjà, hein, un terreau favorable, hein, pour cette évolution. Maintenant, si on passe, et ça sera la dernière partie, alors, je vous ai amené la 1938 en Alsace. Mon restaurant est interdit aux chiens et aux juifs. Voilà, hein. La clientèle de ce restaurant se compose uniquement de chrétiens. Hein. Et puis, l'exposition Le Juif et la France, qui était au Palais Berlitz sur les grands boulevards pendant l'occupation. Même chose, affiches de propagande. Voilà.
Donc c'est connu, hein, ça traîne un petit peu partout, ce genre de choses. Et puis, les juifs assassinent dans l'ombre. Bon, bah pour les reconnaître, c'est ce qu'il faut faire, il faut les marquer. Voilà. Voilà. Vous avez par exemple une émission sur Radio Paris, qui était une radio de collabo, où on explique justement que c'est bien de leur faire porter l'étoile, d'abord parce que ça leur permet eux de s'identifier, parce que tout le monde sait très bien que c'est un peuple fier, n'est-ce pas? Et deuxième chose, le speaker à la radio dit, vous comprenez, bon, les peaux rouges c'est bon, on les voit, les noirs on les voit, bon, s'il y avait la peau, je sais pas, bleue, bon, on les verrait, mais comme ils sont complètement fondus dans la société française, le seul moyen de les identifier et d'identifier le mal, c'est de leur faire porter un signe distinctif, qui d'ailleurs était déjà apparu, hein, au Moyen-Âge, sous Saint-Louis par exemple. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont antisémites et qui vous disent « je ne suis pas plus antisémite que Saint-Louis », comme la plupart des gens ne savent pas ce qu'a fait Saint-Louis. Ça ne mange pas de pain. Bon, Saint-Louis a, comme d'autres, hein, Philippe le Bel et d'autres, obligé les Juifs à porter un signe distinctif, qui était une roue dentelée, qu'on appelle une rouelle, qui était soit cousue dans le dos, soit sur leur chapeau. Donc quelqu'un qui vous dit « je ne suis pas plus antisémite que Saint-Louis », il veut que les Juifs portent l'étoile, voilà, tout simplement. C'est par exemple quelqu'un de l'œuvre française, Pierre Sidoz, qui est un des plus vieux mouvements d'extrême droite, hein, l'œuvre française, même si ça s'appelle autrement maintenant, qui toujours hein, vous met cet argument en avant. Référence à Saint-Louis. Donc comme ça fait une espèce de cuirasse et on est à peu près tranquille. Hein. Donc avec la création de l'État d'Israël, si vous voulez, les militants antisémites ont d'autres solutions. Hein. Alors vous allez avoir, par exemple, vous avez deux courants dans l'extrême droite française. Un courant qui est ce qu'on appelle un courant dit sioniste, hein, qui considère que les Juifs ici, c'est pas bien, mais que s'ils avaient un État, là, effectivement, ça pourrait leur permettre de se développer et ils seront plus donc chez nous. Voilà. Donc chez nous, c'est pas bien. Dans un autre pays, et un État pour les Juifs, c'est bien. C'est par exemple un écrivain qui s'est suicidé à la fin de la guerre, qui s'appelait Drieux-La Rochelle, qui expliquait hein, qu'il était partisan et favorable à la création, alors je ne disais pas nécessairement où, hein, mais à la création d'un État pour les Juifs. Hein. C'est la même chose sous la plume d'un quelqu'un qui s'appelait Jacques Ploncard d'Assac, hein, qui était un pétiniste qui s'était réfugié chez Salazar et qui animait une radio qui s'appelait La Voix de l'Occident. Hein. Et lui, il dit, alors les Juifs chez eux, les Français chez eux. Voilà. Hein. Et évidemment, le tournant, ça va être l'explication. Et puis à côté de ça, vous avez des gens d'extrême droite qui se réclament antisionistes, mais l'antisionisme de ces gens-là leur permet de cacher en fait un antisémitisme. Ça sera en France des gens comme François Duprat, par exemple, hein, qui était un fasciste pur sucre, puisqu'ils sont revendiqués, et qui est celui qui a introduit en France toute la littérature négationniste, qui a été à Occident et qui a été un des fondateurs du Front National. Donc, l'expédition de Suez, la guerre des 6 jours, donc c'est un tournant important hein, pour une partie de l'extrême droite. Des journaux comme Aspect de la France, donc les royalistes, journal qui avait été créé par Maurras, dans lequel écrivait Xavier Vallat, hein, donc je vous avais dit, premier commissaire aux questions juives, hein, défend la cause d'Israël. Hein, Xavier Vallat va publier des articles hein, où il considère que Israël, c'est, si vous voulez, le rempart et la défense des valeurs de la société occidentale, face à un ennemi qui, à l'époque, est un ennemi arabe, mais sponsorisé, si vous voulez, entre guillemets, par Moscou. On est à la période de la guerre froide, hein, donc là on aurait un espèce d'arabo-bolchevisme, si vous voulez, pour reprendre un terme, voilà, qui est à l'œuvre. Hein. Lucien Rebatté écrit, qui a écrit quand même un ouvrage qui dégouline l'antisémitisme à toutes les pages, hein, va écrire en 1967 « La cause d'Israël est la base
celle de tous les Occidentaux. Donc on est dans le même schéma. Ici, non. Là-bas, oui. Hein. Bon, puisque je vous avais dit, l'arabe soutenu par Moscou devient l'ennemi à abattre, hein, à l'époque. L'affaire de Suez, Jean-Marie Le Pen va participer à l'expédition de Suez. Et à un moment donné, il le dit lui-même, il s'est posé la question, quand effectivement les troupes franco-britanniques vont être embarquées, est-ce que je déserte avec quelques copains, est-ce que je rejoins l'armée israélienne? Il l'a pas fait, mais ça lui avait, disons, chatouillé les neurones, hein, pour une expression un peu rapide. Hein. Donc, oui, d'autres, effectivement, campent sur un antisionisme, antisémitisme. Hein. C'est le cas de la revue Défense de l'Occident, c'est le cas de François Duprat, c'est le cas de Jeunes Nations, puis de l'œuvre française, puisqu'en fait, le mouvement s'est reconstruit après une de ses nombreuses interdictions. Hein. C'est le cas aussi de la mouvance néo-nazie, entre autres de Mark Fredrickson, qui dirigeait la Fédération d'action nationaliste et européenne, hein, qui avait d'ailleurs comme sous-titre, il comptabilisait les mois de détention de Rudolf Hess. Donc chaque mois, vous aviez tant de mois de détention de notre camarade Rudolf Hess. C'était le sous-titre de leur journal. Hein. Alors effectivement, il n'y a plus d'appel au meurtre, hein, tel qu'on pouvait trouver dans les années 30. Hein, mais je vous avais dit, au gré des événements, cet antisémitisme réapparaît. Je vais prendre deux exemples. Pierre Mendès France. Alors lui qui était à la fois franc-maçon et juif, donc il collectionnait, hein, entre guillemets, pour les antisémites. Hein. Donc en 1954, il est donc président du Conseil. Et puis vous avez par exemple en 1974 la loi Veil, bon, où là aussi on voit dans la presse d'extrême droite une remontée. Hein. Et même chose, par exemple, les changements qu'il y a eu dans l'Église avec les conciles Vaticans, hein, pour les catholiques intégristes, c'est un coup des francs-maçons et des juifs, pour déstabiliser une institution sacrée qui est l'institution de l'Église et le dogme auquel, évidemment, il est gravé dans le marbre. Hein, on n'y touche pas. Hein, bon. Alors, par exemple, vous avez des textes très durs, y compris des prises de position de Jean-Marie Le Pen, qui était élu député, hein, dans les années 50, où il attaque Pierre Mendès France sur son physique. Hein. Et quand vous aurez des procès, vous aurez un avocat, Tixier-Vignancourt, qui lui aussi était un des leaders de l'extrême droite et l'avocat de l'OAS, qui dit Pierre Mendès France, c'est pas un nom, c'est une adresse. Ouais, le type de plaidoirie, enfin, se retrouver dans une de ces plaidoiries, hein, par exemple. Donc vous avez Pierre Poujade aussi, hein, puisque Pierre Mendès France a eu le malheur de faire distribuer du lait dans les écoles. Et surtout, lors d'un salon de l'agriculture, au lieu de boire, comme disait Poujade, un coup de pinard comme tout bon français, il avait bu devant les caméras un verre de lait. Alors là, évidemment, c'était la trahison au plus haut point pour Pierre Poujade. Hein. Donc, vous voyez, quand, par exemple, l'histoire de la loi Veil, vous aurez dans Aspect de la France, qui était le journal de l'Action française, hein, un article qui dit « Madame Veil, si vous étiez ministre de la Santé en Israël, vous n'auriez pas fait voter votre loi, parce que pour vous, la vie d'un petit goy, ça n'a aucune importance. » Publié en 1975 dans un journal vendu en kiosque, qui s'appelait Aspect de la France, puisqu'ils ne pouvaient plus s'appeler Action française, donc ils ont pris Aspect de la France. Si vous regardez les initiales, c'est la même chose. Hein. Voilà. Hein. Donc on a cette remontée. Hein. On a eu aussi, à l'époque du sang contaminé, quelques caricatures contre Laurent Fabius, qui était à l'époque premier ministre. Hein. Et puis dans les années 80, on a des catholiques intégristes qui organisent ce qu'on appelle des journées d'amitié française. Hein. Donc ces journées d'amitié française, hein, on va donc dénoncer ce qu'on appelle les 4 États confédérés, une vieille rhétorique de Maurras, qui vont donc coloniser la France. Donc vous avez le marxisme, le maçon, le juif et le protestant. Et donc qu'est-ce qu'ils font ? On est en pleine union de la gauche, hein, programme commun. Le gouvernement Mitterrand a fait rentrer des ministres communistes. Qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils disent, ouais, vous avez Fitterman,
Voilà. Vous avez Ernu, bon, Fitterman était communiste, Ernu était franc-maçon, Badinter et Michel Rocard qui était protestant. Et là, vous prenez 4 ministres, c'est à la tribune de la mutualité hein, que ces gens-là sont dénoncés. Hein. Vous avez un journal présent qui existe toujours, qui est quotidien, qui sort dès 1982 et qui s'est fait lui aussi une spécialité hein, de la dénonciation des Juifs, comme Rivarol. Hein. Donc lui est le plus vieil hebdomadaire d'extrême droite puisqu'il a été créé au tout début des années 50 et il existe toujours. Là, Rivarol, vous avez tout, hein. L'antisémitisme et vous avez le négationnisme. Hein. Pour 5 €, vous avez filet garni. Hein. Voilà. Hein. Donc, tous ces vieux clichés, hein, et vous allez avoir la dénonciation, pour bien montrer la mainmise des Juifs sur l'information, on va mettre en pâture devant le public qui assiste à cette réunion, El Kabach, Drucker, Gombach, Zitrone, bon, et en disant, vous voyez, dans la presse, ils sont plus nombreux que les Durand ou les Dupont. Hein. Ça, c'est début des années 80, tribune de la mutualité. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen était présent à cette réunion. Hein. Quant à Robert Badinter, dans le quotidien présent, on trouve qu'on l'appelle le fourreur errant, une bouche tordue à cause de la levée de sang noir, bon, donc ce qu'on retrouve chez Drummond, hein, exactement les mêmes termes. Hein. Un des fondateurs de Présent dénonce l'internationale juive, donc tous les vieux poncifs sont remis en activité, hein, et à ce moment-là. Hein. Donc c'est important si on regarde par exemple, je reviens tout à l'heure, l'évolution du Front National, hein, sur cette question-là. Alors vous avez un certain nombre de groupuscules nationalistes, Jeune Nation, l'œuvre française régulièrement des tracts en disant Dreyfus était coupable, mais quand même en 2015, 2016, voilà. Hein. Un de ses dirigeants a fait une déclaration en disant qu'il était antisémite. Il s'est fait virer d'ailleurs du Front National puisqu'il avait la double casquette. Hein. Jeune Nation avait publié dans les années 60 une liste avec les principaux fonctionnaires de l'État en pointant leurs origines juives, hein, et le titre de l'article était « Quand Israël est roi de France ». Hein. Son successeur, qui s'appelait Le Soleil, autre journal, en 69, lui fait une liste de journalistes. Hein. Pierre Sidos, c'est lui qui se déclare pas plus antisémite que Saint-Louis, je vous ai dit pourquoi. Hein. Donc c'est une ordonnance de 1269, dans laquelle Saint-Louis oblige les juifs et interdit les mariages mixtes aussi. Hein. Lors du raid israélien sur Beyrouth en 69, Sidos dénonce ce qu'il appelle la droite collabo-rat-sioniste. Voilà. Hein. La manière dont c'est rédigé. Hein. Et donc, pour éviter une troisième guerre mondiale, d'après Sidos, le seul moyen, c'est de détruire Israël. Sidos n'a jamais reconnu la création de l'État d'Israël, et Sidos, qui voit des complots partout, par exemple, considère que mai 68, c'est un complot juif contre De Gaulle. Et De Gaulle avait fait une déclaration sur les Juifs, ce peuple fier, vous vous rappelez de la déclaration qu'il avait faite. Donc, ils se sont vengés, et donc, dans la presse d'extrême droite, vous trouvez une liste des principaux dirigeants, Cohn-Bendit, Krivine et autres. Vous en voyez bien. Hein. Là, on a les judéo-bolcheviques qui sont effectivement à la manœuvre. Hein. Bon. Alors, lors de la guerre du Kippour, le journal Le Soleil réclame, je cite, le Golan aux Syriens, le Sinaï à l'Égypte, la Palestine aux Palestiniens et la France aux Français. Voilà, on est retombé là, ils retombent sur leurs pattes. Lorsque Sidos va essayer de se présenter aux élections présidentielles en 1969, sa candidature sera retoquée et il va se fendre d'un article où il va prendre la liste des membres du Conseil constitutionnel et il va dire, regardez, hein, il y en a 2 qui sont d'ascendance juive. Donc vous voyez bien, c'est encore un coup des Juifs, hein, contre un bon Français. Hein. Bon. Lorsque Georges Pompidou va être élu, Georges Pompidou a travaillé chez Rothschild et a été fondé de pouvoir.
à la banque Rothschild. Le même Sidos va dire la France est tombée sous la coupe de Rothschild. C'est un marqueur, hein, lui, vous pouvez le passer à la machine, ça ne va pas le laver, il n'y a pas de souci. Hein. Bon. Donc ces héritiers ont retenu la leçon parce que, par exemple, Ivan Benedetti, qui a été le successeur de la direction de l'œuvre française, bon, s'exprimait en 2013 comme antisioniste, antisémite et anti-juif. Oui, ça lui a valu son exclusion du Front National. Hein. Donc François Duprat aussi en 68 avait expliqué en parlant de l'origine des dirigeants de la jeunesse communiste révolutionnaire. Cette attitude peut s'expliquer chez eux par le recrutement ethnique. 23 membres du comité central sur 26 sont d'origine israélite. Chez ces gens, c'est une monomanie névrotique. Voilà ce qu'écrivait en disant que si on se penchait un peu sur l'origine et le recrutement des cadres trotskistes, évidemment, ça serait révélateur. Donc, si vous voulez, c'est un remake, excusez-moi, de ce que Drummond dénonçait. Lui, il parlait de la névrose juive de Marat pendant la Révolution française. Donc, ils ont simplement pris ce qu'écrivait Drummond et puis ils ont mis d'autres noms à la place. Hein, exactement. Hein. Même chose pour l'Action française, hein, qui publie un article sur l'extrême gauche au quartier latin, et dans lequel on peut lire que c'est une enquête portant sur la vermine du monde. Hein. Bon, une poignée de Slaves et d'orientaux détraqués. Donc Cohn-Bendit, Krivine, Sergi, enfin bon, je vous en passe, hein, sont donc une poignée de Slaves et d'orientaux détraqués. Hein. Évidemment, même chose pour les néo-nazis, hein, qui jouent la même petite ritournelle. Hein. Donc, tous ces différents mouvements reprennent à leur compte, évidemment, les thèses négationnistes de Faurisson, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va y avoir une montée dans la presse d'écrits nationalistes, de tribunes. Le Monde a publié une tribune de Faurisson, hein, ce qui a déclenché d'ailleurs hein, la publicité hein, autour de Faurisson, hein, et qui expliquait que l'État d'Israël est bâti sur un mythe des morts juifs pendant la guerre. Hein, et qui reprenait Darquier de Pellepoix, hein, qui avait déclaré en 78 à l'Express, à Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Bon. Donc, vous avez Faurisson. Alors, si on revient sur Dieudonné, bon, Dieudonné, il est très proche de Faurisson et il développe une thématique à la Drummond, hein, un peu, hein, la thématique de Dieudonné. Donc, il n'a rien inventé. Je ne sais pas s'il a lu Drummond, mais enfin, au moins, il s'est inspiré de ce qu'il pouvait y avoir dans l'air du temps. Hein. Donc, si vous voulez, on a un espèce d'antisémitisme qui en fait, ne dort que d'un œil. C'est l'occasion qui amène hein, la remontée hein, d'un antisémitisme. Alors si on prend le Front National, je terminerai là-dessus pour ne pas être trop long, si on prend le programme du Front National, hein, ou les tracts, il n'y a aucune trace d'antisémitisme. Aucune. Par contre, si on prend les déclarations d'un certain nombre de membres, dont le patron à l'époque, Jean-Marie Le Pen, hein, ou des articles publiés dans la presse, là, effectivement, hein, il y a un antisémitisme chez Le Pen, qui évidemment dénonce Jean-François Kahn, Yvan Levaille, Jean Daniel, Jean-Pierre Cabache. Bon, je vous en passe. La question du détail. Le Pen qui se permet devant les caméras de demander à un ministre, Lionel Stoléru, s'il a la double nationalité. Alors Stoléru dit, mais pourquoi vous me dites ça? Vous êtes juif et français ou quoi? Voilà, bon, devant les caméras hein, de télévision. Et puis, bon, après, vous savez, les différents procès qu'a pu avoir Le Pen. Bon, vous avez un des collaborateurs du journal qui s'appelait National Hebdo, qui s'appelait François Brignot. Alors, François Brignot est quelqu'un qui, après le débarquement des Alliés, a adhéré à la milice. Donc, il avait à peu près tout compris, lui, quand même, à l'évolution de la situation. Hein, et qui est un vrai porte-plume de l'antisémitisme. Par exemple, quand il parle de Anne Sinclair, il écrit Haine Sinclair, comme la haine.
hein, ou d'autres comme Roland Gaucher, qui lui a été aussi un membre d'un parti collaborationniste, hein, qui l'appelle la grosse charcutière cachère. Ça, on retrouve ça, y compris dans National Hebdo, hein, où voilà, il y a la une qui va être quelque part. Voilà, ça c'est ce que publiait National Hebdo, qui était l'hebdomadaire du Front National à l'époque. Après l'histoire du procès Papon. Hein, voilà, le PC les Juifs et Papon, Judapo avec l'étoile. Voilà. Ça, on trouvait ça dans la presse, vendu en kiosque, hein, dans la presse du Front National. Et l'évolution qu'il y a eu avec Marine Le Pen, c'est que maintenant vous avez un journal qui s'appelle Israël Magazine, interview de Marine Le Pen. Voilà. Hein. Les Juifs n'ont rien à craindre du Front National. Bon. Et comme elle, dans sa logique, elle considère que l'ennemi, c'est l'islam, elle considère que, elle dit que il y a deux totalitarismes au XXIe siècle, la mondialisation et l'islam. C'est ce qu'elle écrit, hein, c'est ce qu'elle dit. Bon. Son père ne va pas démentir, hein, ce genre de choses. Bon. Donc elle considère que le seul rempart en France pour protéger la communauté juive, c'est le Front National. Bon. Alors elle appartient au courant d'extrême droite pro-sioniste, hein, avec son compagnon Louis Alliot, qui en fait un peu le lien, hein, va en Israël. Alors évidemment, la cerise sur le gâteau pour elle, ça serait d'être officiellement invité en Israël. Hein. Et Louis Alliot a fait une déclaration en disant la dédiabolisation, ça repose uniquement sur la question de l'antisémitisme. Une fois qu'on a fait sauter ce verrou, là, on a gagné en ce qui concerne cette phase dite de dédiabolisation. Parce qu'ils deviennent fréquentables, hein, dans leur analyse. Hein. Donc, vous voyez, alors je répète, ce qui reste maintenant comme force revendiquant, ce qui expliquait aussi le fait que Jean-Marie Le Pen se fasse virer. Hein. Alors, entre parenthèses, si vous regardez bien, le Front National n'avait pas pu monter de groupe au Parlement européen. Le fait que Jean-Marie Le Pen soit exclu, dans la foulée, il y a eu un groupe qui s'est créé. Parce que le verrou, c'était Le Pen et ses propos et ses dérapages. Donc ça a été tout bénef pour eux. Un, ils sont plus présentables. Deux, au niveau des secrétariats et surtout de la manne financière, qui est autour de 20 millions d'euros, hein, c'est quelque chose comme ça, bon, pour la gestion de leur groupe avec les Hollandais. Si vous voulez, le ciment de l'ensemble de l'extrême droite en France actuellement, c'est ce qu'on appelle, alors on peut discuter le terme, il y a chacun qui le discute, pour aller vite, on va dire l'islamophobie. C'est ça. Hein. Parce que si vous prenez par exemple les positions économiques du Front National, elles sont absolument opposées aux positions économiques de leurs petits camarades hollandais, hein, qui sont ultralibéraux, qui ne veulent pas quitter l'euro et ainsi de suite. Hein. Par contre, sur l'histoire de l'islam et du danger, Geert Wilders, qui est le patron, hein, du mouvement hollandais, dit que le Coran c'est Mein Kampf, il l'a écrit. Hein. Donc le ciment, il est là. Vous prenez tous les groupes, qui soient dans l'Union européenne ou pas, prenez les Suisses par exemple, qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais prenez les Hollandais, les Danois ou autres, la colonne vertébrale et ce qui fait leur unité, c'est la question de l'islam. Hein. Qui évidemment est considéré comme, si vous voulez, on a la même grille de lecture qu'à l'époque des Juifs. Hein. C'est une espèce d'État dans l'État, c'est une espèce de gangrène, hein, qui s'installe, hein, et donc il faut éradiquer. Voilà. Hein. On applique exactement le même système de pensée. C'est la même chose. Il suffit de changer, à la place de juifs, vous mettez musulmans, avec en toile de fond évidemment, hein, ce que Benjamin Stora appelle le sudisme. C'est-à-dire que si vous prenez, vous avez le musulman, derrière le musulman se cache le maghrébin, et derrière le maghrébin se cache le pire ennemi, l'algérien. Parce qu'on a la guerre d'Algérie en toile de fond. Et le Front National est jamais sorti, même si Marine Le Pen n'en parle pas, est jamais sorti de cette toile de fond. Comme une bonne partie, la France n'a pas fait la réflexion nécessaire sur cette question-là. Vous avez deux questions qui sont très chaudes si on prend l'histoire de la France, c'est Vichy. Hein, on peut dire un passé qui passe pas avec Vichy, mais la guerre d'Algérie, c'est aussi un passé qui passe pas. Hein. Donc voilà à peu près, on en est là. Donc on assiste actuellement à un regain de la parole antisémite, alors avec entre autres Soral,
Bon, et puis son ouvrage Comprendre l'Empire, si vous lisez, vous trouverez des choses comme Le Monde est piloté de New York, piloté aussi d'Israël. Bon, par exemple, alors il y a un axe américano-sioniste où selon les jours il est américano-israélien, ça dépend. Hein, de la prose. Hein. Vous retrouverez ça en particulier dans le livre qui a été publié avec Éric Nolot, qui s'appelle Dialogue désaccordé. Et on a pu, par exemple, le 26 janvier 2014, lors de cette manif qui s'appelait Jour de colère, à laquelle participait entre autres Soral, hein, Juif casse-toi, la France n'est pas à toi. Bon, hein, qui est quand même la version française de ce que disaient les nazis lorsqu'ils criaient Judenraus. Hein. Voilà, hein. Donc l'antisémitisme militant, avec entre autres Soral, revient hein, sur le devant de la scène. Hein. Et donc on peut, si vous voulez, se poser la question, je terminerai là-dessus, en espérant que je n'ai pas été trop long, hein, est-ce que le XXIe siècle va avoir un retour en force hein, en France hein, de l'antisémitisme. Alors je me suis permis de vous déposer une petite bibliographie hein, rapide, si des gens sont intéressés. Et puis, bon, alors, je termine là-dessus. Là, vous avez donc, bon, c'est pas très net, c'est une photocopie. L'œuvre française Jeune Nation, Dreyfus était coupable. Il est toujours d'ailleurs pour eux. Donc c'est Pierre Sido, c'est celui qui n'est pas plus antisémite que Saint-Louis. Hein, voilà. Et puis vous avez une fanzine skin qui a disparu, qui s'appelait Terreur d'élite. La question posée, c'était les Juifs sont-ils recyclables? Là, on est fin des années 80. Bon. Et puis voilà, celui-là n'est pas signé, mais ça circulait dans les années 70. Ils sont comme tout le monde. Ça, c'est les néo-nazis hein, qui faisaient circuler ça. Et ils sont comme tout le monde, les juifs incarnent l'hypocrisie, l'infamie et le pouvoir de l'argent. En gros, on a pris une affiche fin du 19e siècle, et puis voilà. Hein, c'est dans les années 70, diffusé, heureusement, pas à grande échelle, par des néo-nazis. Hein. Donc effectivement, il faut fouiller les poubelles hein, pour arriver à trouver un certain nombre de choses. Hein. C'est entre autres une partie de mon activité, hein, donc ce qui explique que je peux vous montrer certains documents. Voilà ce que j'avais donc à vous dire, espérant que j'ai pas été trop long, qui n'est pas toujours le cas, et puis bah, je suis tout oui. Bah, je vous propose... Je vous remercie. Je vous ferai passer un petit chapeau hein, pour moi. Je vous propose à la suite de cet exposé, si vous avez, avant qu'on passe à Naomi, si vous avez un tour de questions, on va prendre des questions. Parlez plus fort. Vous y êtes passé très vite, mais si vous pouviez un petit peu revenir en arrière sur le Front populaire dans ce contexte antisémite, juste un petit peu. Et la deuxième question, c'était effectivement sur l'alliance de courants néo-nazis sur l'antisémitisme et l'antisionisme. Moi, la question, c'est comment ils justifiaient leur antisionisme quand ils alliaient les deux. Et notamment, vous avez parlé à ce moment-là d'un courant plutôt néo-nazi, en donnant un exemple. On prend plusieurs questions, puis tu réponds un peu, ou ça te va? Il y avait aussi Sébastien.